C'était un employé de bureau solitaire, mais il se réincarne dans un monde magique avec une magie de rang SS. Shin Wolford était un esclave d'entreprise au Japon moderne, sans vie sociale, travaillant souvent des heures supplémentaires plutôt que de sortir boire un verre avec ses collègues. Une nuit, après avoir fait des heures bus supplémentaires en rentrant chez lui, il s'évade soudainement en pensant à la vie qu'il menait. Il ne voit pas un camion foncer sur lui et est victime d'un accident qui met fin à sa vie et le propulse dans un autre monde. Il est réincarné dans un monde rempli de magie et de mystères, de héros et de démons. Son tout premier souvenir est celui d'un champ de ruines après une attaque démoniaque dont il est le seul survivant. Là, il est trouvé par un magicien nommé Merlin qui l'adopte. Shin vit comme le petit-fils et unique élève de Merlin dans une maison isolée en pleine forêt. Grâce à ses connaissances et à sa mentalité issue du monde moderne, il excelle dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit la magie ou l'escrime. Un jour, Shin, âgé de 8 ans, entre dans la forêt pour chasser leur dîner. Il se cache dans un buisson et, grâce à sa magie du vent, chasse quelques poulets sans méfiance. Il attrape aussi un sanglier et après avoir été satisfait de sa chasse du jour, il rentre chez lui et les montre à Merlin. Merlin est impressionné que le garçon ait utilisé la magie du vent pour tuer le sanglier, car c'est la magie la plus efficace pour la chasse. Il décide de tester les compétences magiques de Shin et lui dit d'allumer du bois. Shin le fait joyeusement en imaginant le processus de combustion dans son esprit. Il est secrètement ravi de ne pas avoir à crier des incantations pour faire de la magie dans ce monde, sinon il mourrait de honte. À ce moment-là, Melita Bowen, sa professeure d'équipement magique, et Michael Cullen, son instructeur d'épée, arrivent au chalet. Melida est une activiste PTG et réprimande immédiatement Shin pour avoir chassé un sanglier. Elle dit que c'est trop dangereux pour quelqu'un de son âge, mais il explique que ce n'est pas si dangereux, étant donné qu'il portait l'équipement magique qu'ils avaient fabriqué ensemble et qu'il avait reçu un bon entraînement de Michael. 2 ans plus tard, Merlin emmène Shin chasser des démons, car il estime qu'il devrait affronter des ennemis puissants désormais. Il explique que les démons naissent lorsque des animaux ordinaires ne parviennent pas à contrôler l'énergie magique qui les traverse. Cela les pousse à devenir berserk, et cela peut aussi arriver aux humains, même si c'est assez rare. Il y a longtemps, un humain transformé en démon a failli détruire leur nation. Mais heureusement, Merlin l'a vaincu, gagnant le titre de héros de la nation. Il enseigne à Shin le sort de magie de recherche, qui consiste à répandre le mana de son corps en une couche très fine. Lorsqu'il entre en contact avec d'autres signatures magiques, le mana réagit et localise leur position. Merlin dit que cela demande beaucoup de temps et de maîtrise de leur contrôle magique pour y parvenir, mais Shin le choque en l'utilisant instantanément. En utilisant la magie de recherche, il peut observer des créatures et des personnes de loin, puis, soudainement, il sent une énergie sinistre venant d'une direction particulière. Merlin confirme que cette énergie provient d'un démon, et il se précipite vers l'emplacement du démon qui dégage une aura sombre. Shin tire son épée sans hésitation et se lance vers le démon, utilisant son épée qui vibre à un niveau ultrasonique et des bottes à réaction pour se déplacer habilement. Il ne lui faut que quelques secondes pour abattre le démon. Merlin n'a même pas eu le temps de le prévenir des dangers que Shin avait déjà tué le démon, et ne peut que rester là, sans voix. Shin demande à Merlin s'il a bien fait, et ce dernier répond qu'il a peut-être battu le record du monde de la chasse aux démons la plus rapide. Il demande ensuite au garçon avec quel type de magie il a enchanté son épée. Shin élude la question, ne voulant pas révéler qu'il a des souvenirs de sa vie passée. Cependant, il ignore que Merlin et les autres le soupçonnent déjà de venir d'un monde alternatif. Le lendemain, il reçoit un entraînement de combat brutal avec Michael. Après l'entraînement, Merlin l'emmène dans les montagnes, où il lui révèle qu'il n'est pas son vrai petit-fils, et qu'il a été trouvé dans les décombres d'une attaque démoniaque. Shin demande des nouvelles de ses vrais parents, mais Merlin explique qu'ils étaient blessés au-delà de toute reconnaissance. Shin a de vagues souvenirs de ce jour, et il s'y est déjà fait. Il dit à Merlin qu'il ne considère que lui, Michael et Melinda comme sa famille, puisqu'ils l'ont élevé. Ces mots font éclater Merlin en sanglots comme un petit bébé. Pour son 15e anniversaire, une fête est organisée pour Shin afin de célébrer son passage à l'âge adulte. Il y a des invités spéciaux à la fête, dont un homme qu'il appelle Oncle Dizium, accompagné de ses 2 gardes, Christina et Siegfried. Pendant la fête, il demande à Shin ce qu'il ferait une fois adulte. Il déclare qu'il aimerait explorer une ville voisine, car il n'a jamais quitté la forêt. Et à part cela, il n'a aucun but. Christina suggère qu'il pourrait rejoindre les chevaliers royaux ou devenir un chasseur de démons. Tout le monde continue de donner des suggestions, puis Shin révèle qu'il ne sait pas utiliser l'argent, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Il s'avère que Merlin ne lui a enseigné que la magie et rien d'autre, mais le vieux sage pense que ça s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Shin utilise ensuite son sort spécial appelé Porte, qui lui permet de se déplacer vers un autre endroit en utilisant les principes d'un trou de verre. Il transporte tout le monde dans la nature sauvage pour un test de magie, et Merlin explique à quel point il serait dangereux pour Shin de montrer son dernier sort en forêt. Merlin leur dit de se préparer et demande à Shin de montrer son sort. Shin commence par imaginer le feu d'un gaz combustible et en ajoutant plus d'oxygène que d'habitude. Le résultat est une flamme bleue qui choque tout le monde, mais ce n'est que le début.
Shin ajoute ensuite de l'hydrogène et comprime l'énorme boule de feu en un seul point avant de la projeter sur une colline voisine. L'explosion qui en résulte est comme une mini-bombe nucléaire, ce qui suffit à effrayer tout le monde, surtout Melinda. Cette démonstration amène le groupe à conclure qu'il serait trop risqué de laisser un talent exceptionnel comme Shin en liberté. Disium note qu'il pourrait déséquilibrer les nations, poussant chaque roi à le solliciter. Il suggère à Shin de s'inscrire à une académie de magie, mais Merlin n'aime pas l'idée, car Shin deviendrait alors un atout pour sa nation. Il s'avère que Dicéum est le roi du royaume d'Irléchide, et seul Shin n'a aucune idée de sa position. Christina est une garde royale et Siegfried est un mage escorte du roi, et même Michael est le commandant à la retraite des chevaliers royaux. Shin est choqué par son cercle social de haut niveau, et Disium lui raconte comment il a connu Merlin. Il n'était qu'un étudiant lorsque l'humain démoniaque a semé le chaos dans leur nation. Au moment où il allait être tué par le démon, Merlin et Melinda sont apparus. Utilisant sa magie avec son talent pour l'équipement magique, ils ont vaincu le démonoïde ensemble. Shin n'arrive pas à croire qu'ils aient fait partie de la même équipe, et il est stupéfait d'apprendre qu'ils étaient en fait un couple marié. Disium dit ensuite à Shin qu'il pourrait apprendre comment fonctionne le monde et se faire des amis s'il rejoint l'académie de magie. Il lui assure que c'est une méritocratie stricte et qu'il n'y a pas de place pour l'influence et les privilèges de la noblesse. Merlin réalise aussi qu'il ne peut pas garder Shin piégé avec lui pour toujours, et accepte de le laisser rejoindre l'académie de magie. Quelques jours plus tard, Shin, accompagné de Merlin et Melinda, part pour la capitale pour son examen d'entrée. Bientôt, ils atteignent le poste de contrôle de la capitale et le garde panique en voyant les identifiants de Merlin, le sage, et de Melita, la gourou. La nouvelle de leur arrivée se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville, alors ils se dépêchent de rejoindre leur manoir, où ils sont accueillis par des tonnes de femmes de chambre et de majordomes. Shin sort au marché et s'amuse à explorer des choses, mais il finit par se perdre dans une ruelle. Il entend soudain les cris d'une fille harcelée par 3 aventuriers. Shin, dégoûté par leur comportement, intervient. L'un des gars essaie de le frapper, mais il est trop lent pour Shin, et il l'esquive facilement. Il projette l'homme au sol en un instant et assomme le second d'un coup de pied rapide. Le 3e gars sort rapidement un poignard et court vers Shin, mais il intercepte simplement le poignard avec sa main, assommant l'homme d'un coup de poing rapide. Après, une fille lui demande s'il était blessé quelque part, mais Shin révèle qu'il va bien. Son ami vient aussi remercier Shin, et il tombe amoureux d'elle au premier regard. Dans un café, les filles se présentent comme Maria et Siciliane, et ils découvrent qu'elles passent aussi l'examen d'entrée à l'académie de magie comme lui, et ils deviennent amies. Maria, une super fan des héros, surtout de Melita, commence à divaguer à leur sujet et sur le fait que leur fils rejoindrait aussi l'académie. Shin devient soudainement mal à l'aise et, ne voulant pas révéler son identité, décide de payer leur boisson avant de prendre congé. Le jour de l'examen, Shin essaie de s'orienter vers le tableau d'affichage, mais un noble impoli tente de l'attraper par l'épaule. Il lui tord le bras par mesure de sécurité, mais le garçon en colère, nommé Kurt Ritzberg, commence à se prévaloir de la position de sa famille et menace Shin. Heureusement, le prince héritier, Auguste, apparaît et lui rappelle la punition pour avoir utilisé sa position de noble à l'école, le remettant à sa place. Kirk décide de s'en aller simplement, car personne ne veut avoir de querelle avec la famille royale. Shin est choqué de découvrir qu'il est le fils du roi d'Icéum. Comme il le considère comme un oncle, il appelle Auguste son cousin, ce qui fait rire Auguste de la façon dont il s'adresse si familièrement au prince héritier, mais il ne semble pas s'en soucier du tout. Ils passent tous l'examen écrit dans une salle, et ensuite, ils passent à l'épreuve pratique. Shin est excité de voir un autre mage faire de la magie, mais est choqué quand un garçon commence à chanter. Il conjure une petite flamme, mais tout le monde semble impressionné, sauf Shin, qui est mortifié. Le candidat suivant ne fait pas mieux, ni le suivant, et Shin ne peut que regarder avec déception. Quand vient son tour, l'instructrice lui dit de garder ses pouvoirs sous contrôle, car elle a été prévenue par le roi. Shin réduit ses pouvoirs au minimum, mais parvient tout de même à détruire la pièce. Le résultat est tombé, et Shin et Auguste ont tous deux réussi. Ils se dirigent pour récupérer leurs uniformes, que la réceptionniste révèle avoir été enchantée avec de la magie défensive. Elle leur dit de ne pas l'enchanter eux-mêmes, alors Shin demande s'il peut laisser Melita le faire, et elle accepte. Elle ajoute qu'il a été le meilleur élève à l'examen d'entrée, et qu'il doit donc prononcer un discours à la cérémonie d'admission. Shin essaie immédiatement de refiler la tâche à Auguste, mais cette fois, Auguste joue bien ses cartes en lui rappelant la règle interdisant aux nobles les privilèges. La nuit, Shin décide de réécrire l'enchantement de l'école avec un stylo spécial et invente son propre enchantement qui non seulement agit comme une défense, mais permet aussi l'auto-guérison et la conversion de la magie en énergie cinétique. Satisfait de son exploit, il pousse un cri d'excitation, attirant l'attention de Melita, qui est si choquée que le lendemain, elle fait promettre à Shin de ne pas révéler qu'il a enchanté son propre uniforme. À la cérémonie d'entrée, le nom de Shin est appelé pour son discours, et les filles réalisent enfin qui il est. Elles avaient déjà rencontré l'enfant du héros dont elles parlaient tant.
Shin prononce calmement son discours tandis que Kurt déborde de colère et de haine. Shin, Auguste et le joli duo sont placés dans la classe de rang S. Après le cours principal, Siciliane révèle qu'elle est harcelée par un homme dont la famille est mieux classée que la sienne. Shin est content qu'elle le lui ait dit, mais il découvre vite que l'homme est Kurt. Il entre et essaie de saisir Siciliane de force, alors Shin l'arrête. Il révèle qu'ils sont fiancés, alors Shin pense à reculer, mais la voyant trembler de peur, il promet de la protéger. Elle lui dit qu'elle n'a jamais accepté les fiançailles et qu'il devrait arrêter de la forcer. Il lui rappelle que son père peut faire payer le sien pour son défi. Mais Auguste intervient alors et ayant entendu ces menaces, promet de rapporter la situation au roi. Il parvient à faire partir Kurt et commence ensuite à taquiner Shin pour avoir fait le malin devant une jolie fille comme Sicilian. Shin décide qu'il devrait rentrer chez lui, car Kurt pourrait encore faire quelque chose. Maria accepte immédiatement car c'est l'occasion de rencontrer son idole. Auguste décide de les accompagner également, rencontrant ses escortes. Julius et Thor doivent aussi venir. À la maison, Shin présente chacun de ses amis à ses grands-parents. Ensuite, il explique la situation de Sicilian et demande la permission de réécrire l'enchantement sur son uniforme. Melita demande ensuite à Siciliane si elle est digne de l'engagement que Shin prévoit de prendre pour elle. Bien que Shin n'y pense pas beaucoup, Melita explique qu'une fois que Shin aura enchanté son uniforme, il deviendra un trésor national qui pourra se vendre à un montant incroyable. Sicilian commence alors à sangloter et révèle qu'elle a eu tort de profiter de sa gentillesse envers une étrangère comme elle. Elle décide de refuser l'aide et de partir, mais Melita l'arrête. Shin encourage son honnêteté et permet à Shin de réenchanter son uniforme. Le roi fait aussi jurer à tout le monde de ne pas dire un mot de son enchantement, car tous les militaires voudraient certainement en profiter. Au final, Shin finit par enchanter les vêtements de tout le monde, sauf ceux de Maria, qui ne veut pas le poids de posséder un trésor national. Le lendemain, Shin utilise sa magie de recherche pour la garder en sécurité en la raccompagnant à l'école. Elle l'apprécie, mais leur romance matinale devient une horreur pour Maria. À l'école, une fille aux cheveux jaunes arrive en courant juste à temps pour le cours. La fille nommée Alice Corner explique qu'elle était si excitée par son premier jour d'école qu'elle n'a pas pu dormir. Cela laisse Shin se demander pourquoi le système mondial permet même à un jeune de 15 ans d'être considéré comme un adulte. Le professeur arrive et les emmène immédiatement faire le tour de l'école. Il leur parle des différents clubs de magie, de fabrication de potions et de musculation, et les exhorte à en rejoindre un. Julius admire vraiment le club de musculation, mais sait qu'il ne peut pas le rejoindre. Cependant, Auguste lui permet, car c'est l'occasion d'être enfin libéré de ses escortes. Quand on lui demande quel club Shin aimerait rejoindre, il n'en a aucune idée. Augustus suggère qu'il forme son propre club, et le professeur le soutient même. Tout le monde dans la classe soutient l'initiative assez rapidement, mais Thor soulève une question importante. Quel serait le but du club ? Alice suggère que Shin pourrait leur parler des héros, mais le professeur révèle qu'il existe déjà un fan club pour cela. Ils décident alors d'apprendre la magie avancée avec l'aide de Shin et nomment le club le groupe d'études de magie ultime. Le lendemain à l'école, le groupe découvre que Kurt a été puni, et quand Shin demande pourquoi il agit si agressivement, ils expliquent qu'il n'a pas toujours été comme ça et n'a changé que lorsqu'il a commencé à fréquenter un laboratoire appartenant à Monsieur Schramm. Monsieur Schramm était leur professeur de magie au collège et avait un œil pour le talent. Cependant, tout le monde sauf Kurt ne s'associait pas à lui, car il agissait de manière louche. Siciliane semble triste car maintenant que Kurt n'est plus un problème, Shin n'a plus à l'escorter à l'école en étant son prince charmant, mais elle est ravie d'apprendre qu'il veut toujours la raccompagner tous les jours à l'école, ce qui la fait rougir. Shin leur dit qu'il peut généralement sentir les mauvaises intentions avec sa magie de recherche, mais tout le monde semble surpris qu'une telle chose soit possible. Il explique que le pouvoir magique des démons est sinistre et anormal, et que les mauvaises personnes ont une vibration similaire. Cela pousse Lin à lui demander s'il a déjà chassé un démon, ce à quoi il hoche la tête. Tout le monde est choqué, mais encore plus étonné de découvrir qu'il n'avait que 10 ans lorsqu'il a tué l'ours démonisé de 3 mètres tout seul. Juste devant la cafétéria, Shin sent une présence démoniaque, qui s'avère être Kurt, qui les approche et les attaque immédiatement avec sa magie de flamme. La barrière de Shin tient à peine, alors il dit au groupe d'activer leurs uniformes avec du mana. Les mains de Shin sont brûlées par l'intensité de la chaleur, mais son auto-guérison se déclenche pour lui apporter un certain soulagement. Il réalise que Kurt en veut à leur vie, alors ils se préparent à se battre. Kurt continue de disperser une aura négative, alors qu'il se transforme lentement en démon. Shin demande immédiatement à Auguste de mettre les autres en sécurité pendant qu'il retient Kurt. Auguste se met en colère que Shin ne les considère pas assez capables de se battre, mais Shin lui dit que c'est pour leur propre sécurité. Auguste réalise que Shin a raison et met tout le monde en sécurité. Sans personne pour le distraire, Shin active ses flammes bleues, prêt à combattre. Kurt attaque de manière explosive tandis que Shin esquive avec son équipement. Il essaie de ralentir Kurt, mais ses petites flammes font beaucoup plus de dégâts que prévu. Kurt se remet sur pied et commence à maudire Shin, le surprenant complètement car les démonoïdes ne sont pas censés être capables de parole et de raison. Il continue de l'attaquer, mais Shin esquive toutes les attaques en prenant son envol dans les airs, hors de sa portée.
Il utilise ensuite la magie de la foudre sur Kurt, et même si cela fait quelques dégâts, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Alors qu'il continue de faire des ravages, Shin essaie de trouver un moyen de sauver ce pauvre étudiant de la mort. Bientôt, ses pouvoirs magiques commencent à s'accumuler à un rythme si élevé qu'il commence à s'autodétruire. Réalisant que le rayon de l'explosion détruirait l'école, Shin sort sa lame ultrasonique et fonce vers lui, évitant ses attaques avant de l'abattre. Il tombe à genoux, réalisant qu'il vient de tuer une personne. Cependant, ses amis arrivent, stupéfaits que Shin soit sorti victorieux contre un démon. Shitrum, qui était responsable d'avoir transformé Kurt, son protégé, en démon, a maintenant les yeux rivés sur Shin, qui fixe la fenêtre d'un air absent. Avec l'arrivée d'Auguste, il révèle que les circonstances de la transformation de Kurt sont absurdes, et Auguste est d'accord, car Kurt n'avait pas assez de connaissances magiques pour lancer un sort qui l'aurait transformé par erreur en démon. Il en déduit que cela pourrait être artificiellement induit, puisque Kurt a conservé ses sens, contrairement à un démon ordinaire. Cela le conduit à conclure que Kurt a peut-être été utilisé pour des expérimentations humaines. Plus tard ce jour-là, il rentre chez eux pour trouver le roi et son aide, attendant Shin, et il reçoit un premier honneur de mérite pour avoir évité une crise. Il est surpris, mais Merlin confronte Dicium, qui explique rapidement que l'incident s'était déjà répandu dans toute la nation, et que lui refuser la récompense d'un héros ne serait pas bien perçu par les masses. Il promet une fois de plus de tenir Shin à l'écart des affaires politiques, ne laissant à Merlin d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, Shin devient le sujet de conversation de la ville, ce qui rend les déplacements plutôt inconfortables, car toutes les filles ont aussi les yeux rivés sur lui, mais la présence de Sicilian leur fait penser qu'il est déjà pris. Pendant ce temps, à l'école, tout le monde se précipite pour rejoindre le club de Shin. Alors le professeur s'inquiète de savoir s'il faut limiter le nombre d'élèves pouvant adhérer à un club. Il décide de faire de la capacité à utiliser un espace de stockage interdimensionnel l'exigence minimale pour rejoindre le club. Au final, seuls 2 élèves ont réussi. Mark Bean, fils d'un forgeron, et son ami d'enfance, Olivia Stone, dont la famille possède un restaurant. Il s'avère qu'Alice et les filles sont de grandes fans de leur restaurant, alors Olivia promet de leur réserver une table. Shin révèle aussi qu'il aimerait avoir une arme personnalisée, mais Mark lui dit qu'il peut à peine fabriquer un couteau pour l'instant, donc Shin devra attendre. Mark pense qu'une épée tueuse de démons doit être exceptionnelle, mais Shin explique qu'il utilise une épée ordinaire enchantée pour vibrer à vitesse ultrasonique, mais comme elles sont fines, elles se cassent pas facilement. Alors il explique qu'il veut faire quelques ajustements. Yuri, sa camarade de classe et enchanteresse, remarque l'exceptionnel talent de Shin, mais il l'encourage vivement. Il se propose de la présenter à Melita et elle accepte aussitôt cette offre. Par la suite, Striffern est convoqué pour interrogatoire par l'ordre des chevaliers, mais il apparaît clairement qu'il est lourdement soupçonné. Encerclé et incapable de prouver son innocence, il abandonne son rôle, révélant sa vraie nature maléfique. Il explique qu'il menait des expériences humaines, et maintenant qu'elles sont terminées, il est prêt à s'échapper. Le groupe tombe sur la scène de bataille, avec Shroom au centre de tout. Dès qu'il commence à avouer avoir démonisé Kurt, Shin se précipite sur lui avec son épée et des flammes simultanément. Il bloque l'attaque et parvient à esquiver tous les coups, tandis que Shin continue de frapper, mais ses coups d'épée ne mènent à rien. Il utilise la magie de la terre pour le projeter en l'air, dans une position pratiquement inéluctable. Cependant, Shretram peut utiliser la magie de lévitation. Shin se propulse alors inopinément vers lui avec son équipement et lui assène un coup. Il enchaîne avec des flammes d'une chaleur intense, poussant Shroom à le repousser par une puissante décharge. Malheureusement, ses lunettes si-piment se brisent, et tout le monde découvre qu'il est un démon maîtrisant parfaitement la raison. Il se vante d'avoir atteint un sommet où les humains ne sont que des jouets. Cela met Shin en colère, qui lance une attaque impulsive. Shrim pense qu'il a raté, mais en réalité, il gagnait juste du temps pour activer un sort dévastateur en concentrant la lumière du soleil. Shin active le sort, et des dizaines de faisceaux de lumière solaire concentrée transpercent le toit et frappent Shroom, provoquant ensuite une énorme explosion. Alors que l'explosion s'estompe, Shin constate que les environs se sont transformés en verre à cause de la chaleur du soleil concentré. Mais malgré les dégâts, il doute de la survie de Shripfram. Il est remercié par le magicien en chef de la cour, Rupert Holbram, et le commandant des chevaliers, Dominique Gaster, pour son aide précieuse. Ils lui demandent ensuite comment il a créé un tel sort, mais quand il a commencé à expliquer le concept, même le mage de la cour n'a pas pu suivre. Le lendemain, Shin et ses amis se rendent à la forge tenue par la famille de Mark. Tout le monde est joyeux, mais Shin reste sombre car il croit que Shestrom est toujours en vie. Auguste est choqué d'entendre cela, et Shin explique que son attaque de lumière solaire concentrée a créé des cratères de verre sur le sol, et qu'il n'y a pas eu d'explosion. Il pense que l'énorme explosion a été causée par Shrom pour les distraire afin qu'ils puissent s'échapper en toute sécurité. Auguste trouve cette théorie sensée, alors il demande à Shin de commander tout ce qu'il désire à la forge, et la famille royale couvrira la facture pour lui. Le prince déclare que puisque Shin est le seul à pouvoir combattre Strittram, ils doivent l'équiper du meilleur matériel. Ils atteignent bientôt la forge, où Mark et Olivia les attendent pour les accueillir. Les filles emmènent Olivia pour une discussion entre filles, tandis que les garçons entrent dans la forge.
Le père de Mark n'est pas ravi de voir tant de monde entrer dans son atelier, mais quand Auguste se présente, il tombe immédiatement à genoux avec tous ses ouvriers. Après cela, Auguste lui présente Shin, et il panique de nouveau en apprenant qu'il est le petit-fils du grand sage et le nouveau héros. Il est impatient de fabriquer une arme pour un héros comme lui, et Shin lui donne les détails de la commande. Il quitte la forge après cela, et constate que Sicilian et Maria ont épuisé Olivia. Shin regarde ensuite l'atelier et demande s'ils vendent d'autres choses aussi. Mark lui dit que le deuxième étage de leur boutique vend des articles ménagers et le troisième étage propose des accessoires. Shin demande aussitôt à Sicilian si elle aimerait acheter des accessoires, et elle rougit, pensant qu'il va lui offrir une bague. Cependant, tout ce qu'il voulait, c'était acheter un accessoire qu'il pourrait enchanter avec de la magie défensive pour sa sécurité, et elle en est déçue. Gênée par sa réaction et les regards critiques de ses amis, Shin emmène immédiatement Sicilian faire du shopping d'accessoires. Elle lui demande d'en choisir un pour elle, et il opte pour une bague coûteuse. Il la lui passe au majeur, puis lui tient la main en lui disant que cette bague la protégera à sa place. Quelques jours plus tard, Shin est habillé pour sa cérémonie de remise de prix. Il est présenté à la cour royale et applaudi par les nobles de haut rang. Le roi lui confère ensuite sa médaille, et après cela, il annonce à la cour que Shin ne doit pas être utilisé à des fins militaires ou politiques. Il explique que la conséquence de la rupture de l'accord était le départ de Merlin et de sa famille de leur nation. Le lendemain, Shin surprend tout le monde en arrivant à l'école avec sa magie de portail. Il explique qu'il a dû échapper à la foule de fans devant sa maison. Il explique à une Lin curieuse comment le concept de son portail réside dans la réduction de la distance entre deux lieux plutôt que dans une téléportation ordinaire. Bien sûr, elle ne comprend pas. Alors il l'encourage en révélant que Merlin lui-même ne peut pas saisir le concept. Il suggère ensuite au groupe de monter en niveau puisque la capitale devient moins sûre. Il explique qu'ils doivent d'abord connaître la quantité de magie qu'ils possèdent tous. Contrairement à la croyance habituelle selon laquelle les sorts de haut niveau nécessitent des incantations, Shin note que tout se résume à la quantité de magie qui est le carburant des sorts. D'abord, il examine la barrière de Maria, qui semble très fine. Il demande ensuite à Sicilian de créer une barrière en utilisant l'accessoire enchanté qu'il lui a offert. Quand elle le fait, la barrière est plus épaisse et plus ferme, puisque la bague a été enchantée avec sa maîtrise précise de la magie. Shin décide de démontrer au groupe la quantité de magie qu'il peut contrôler, mais la densité est si forte que presque tout le monde suffoque sous la pression. Shin leur dit que tant qu'ils n'atteindront pas ce niveau de contrôle magique, ils n'auront aucune chance de combattre les démons. Plus tard, il emmène tout le monde chez lui, et ses amis sont vraiment excités de rencontrer le légendaire sage et le gourou. Shin explique à ses grands-parents qu'il y avait une autre foule devant le portail de l'école, et Merlin rit, lui disant que c'est le prix à payer pour être une célébrité. Il apprend ensuite que Shin entraîne maintenant ses amis dans son club d'études. Les étudiants demandent à Merlin si c'est lui qui a enseigné à Shin les étranges sorts magiques qu'il utilise, et il répond qu'il ne lui a enseigné que les bases, et que le garçon a réinventé la magie pour lui-même. Merlin dit que normalement, les magiciens se concentrent sur la visualisation du résultat de leur sort, mais Shin se concentre sur le processus. Il demande aux étudiants s'ils savent comment le feu brûle, mais ils ne savent absolument rien de la combustion. Eh bien Merlin non plus, mais il sait que son petit-fils se pose de si curieuses questions, et c'est ainsi qu'il améliore sa magie. Puis soudain, Merlin utilise la magie de portail, à la grande surprise de Shin. Le vieux sage rit, disant que même si c'était difficile à comprendre au début, il a finalement saisi les principes sous-jacents et a réussi à maîtriser ce sort. Il dit aux étudiants que Shin n'est pas le seul à pouvoir utiliser cette magie. Merlin croit que si quelqu'un comprend bien les principes et visualise le processus avec précision, il peut faire une magie similaire, et tout le monde reçoit une étincelle de confiance. Lin a pris cette confiance pour s'entraîner, et le lendemain, elle arrive à l'école couverte de contusions et les cheveux roussis. Shin lui demande ce qui s'est passé, et elle répond qu'elle pratiquait le contrôle de la magie, mais cela a dégénéré et a provoqué une petite explosion. Shin s'inquiète pour elle, mais Lin dit que ce n'est rien de nouveau pour elle, car son père est le magicien de la cour. Plus tard, Shin et ses amis se rendent à la forge de Mark, et le premier prototype de ses épées spéciales est prêt. En tirant simplement sur la gâchette, la lame est éjectée de la poignée, et une nouvelle lame peut y être insérée. Tony, celui qui a donné cette idée à Shin, est très impressionné par la performance, tout comme Auguste. Il demande à Shin s'il verrait un inconvénient à ce qu'ils utilisent ces épées spéciales dans leur armée. Auguste précise qu'il ne parle pas de la lame ultrasonique, mais de l'épée à lame remplaçable. Il pense qu'en agissant ainsi, ils peuvent réduire leur budget militaire et améliorer leur force, ce qui sera bientôt nécessaire, car il y a des risques de guerre avec l'empire voisin de Bluffia. D'autres étudiants le savent aussi, et ils croient que si la guerre s'éternise, il sera également enrôlé. Auguste leur dit de ne pas s'inquiéter pour l'instant, et assure à Shin que le pays tiendra sa promesse et ne l'entraînera pas dans la guerre. Cependant, Shin répond que même s'il ne le mobilise pas, il ne restera pas les bras croisés quand ses amis s'y seront en danger, et rejoindra donc la bataille pour les protéger. Pendant ce temps, Shroom a survécu et a déjà mis ses plans en marche. Il utilise ses sbires pour inciter l'empereur de l'empire de Blasphia
à la guerre contre le royaume d'Irléchide, proclamant qu'ils sont déjà confrontés à des problèmes avec les démons. Cependant, lorsque les forces de l'Empire attaquent le royaume d'Irléchide, elles découvrent que leurs ennemis étaient prêts. L'armée de Blustia perd lourdement la guerre, puis l'empereur reçoit la nouvelle que des démons ont été aperçus dans sa capitale. L'empereur bat en retraite instantanément, mais quand il arrive à la capitale, elle a été ravagée par les démons sous Shroom. Alors que l'empereur atteint sa salle du trône, il trouve Shroom l'attendant là. Il déclare qu'il voulait le tuer personnellement, et avant que le roi ne puisse appeler à l'aide, Shroom le lie par magie et le réduit en poussière. Bientôt, Lord Gaster et Rupert arrivent à la capitale pour vaincre l'empereur, une fois pour toutes. Mais au lieu de cela, ils sont accueillis par une armée dirigée par Shroom et ses démons. Ils battent immédiatement en retraite et rapportent leur découverte au roi, qui réalise qu'ils ont maintenant un problème plus grave que la guerre. Le royaume d'Irléchide est placé en état d'alerte maximale, et même l'école s'efforce d'améliorer les prouesses au combat de chacun. Ainsi, un entraînement conjoint avec l'ordre des chevaliers est annoncé. Toute la classe tombe immédiatement en dépression, car chevaliers et magiciens n'entretiennent pas de relations amicales. Les chevaliers appellent les magiciens des pouces, car ils sont faibles, tandis qu'eux, en retour, appellent les chevaliers des cerveaux musclés, car ils sont très physiques. Shin essaie de leur faire comprendre pourquoi il était nécessaire de se compléter, mais il est attaqué puisqu'il peut tomber dans l'une ou l'autre catégorie. Une fois qu'il révèle avoir été entraîné par Michael, tout le monde perd son sang-froid car il est considéré comme un saint de l'épée. Au final, il ne parvient pas à les convaincre de travailler harmonieusement avec les chevaliers. Pendant l'exercice conjoint, ils doivent exterminer des démons dans la forêt. Tout le monde est rassemblé devant les portes de la ville, et Shin est en équipe avec Auguste, Sicilian et Maria. Immédiatement après l'arrivée des mages, ils commencent à dénigrer le héros Shin, dont la rumeur dit qu'il les ralentira. Dans le chariot, ils se présentent tous, et Shin demande s'ils ont déjà combattu un démon, mais ils prennent immédiatement sa question comme une déclaration offensive. Il révèle que l'échec à travailler ensemble signifiait une mort certaine. Cependant, les chevaliers se vantent grandement de leurs capacités. Quand Auguste intervient, ils font semblant d'accepter de travailler ensemble, bien qu'ils n'y croient pas. Il ordonne à Shin de ne vaincre aucun démon, afin que les chevaliers aient l'occasion de montrer leurs compétences et de réaliser à quel point ils sont inutiles sans le soutien des magiciens. Arrivés à la zone désignée, ils sont accueillis par leurs superviseurs, Christina et Siegfried. Shin les supplie de ne pas se chamailler, mais il s'avère que c'est inévitable. Soudain, Maria et les chevalières commencent à idolâtrer Siegfried, tandis que le reste des chevaliers fait de même avec Christina. Shin n'avait aucune idée qu'ils avaient une telle base de fans, mais Auguste lui dit qu'ils sont évidemment très populaires puisqu'ils sont assez forts pour garder le roi. Auguste explique au superviseur l'accord préalable de laisser les chevaliers combattre seuls au début, et ils donnent leur approbation car ils savent qu'il sera bon pour les chevaliers de connaître leurs limites tôt. Les chevaliers restent sur leur garde malgré la remarque de Shin qu'il n'y a pas de démons aux alentours. Quand ils trouvent un démon, Siegfried leur ordonne de se préparer au combat. Le sanglier enragé charge, mais tout ce à quoi Shin peut penser, c'est à quel point il aurait été savoureux s'il n'avait pas été démonisé. Les chevaliers se tiennent bon malgré la taille du démon. Cependant, leurs attaques Nahok sont futiles car le démon est trop rapide pour eux. Il détruit leur formation et revient pour les achever. C'est alors que Shin intervient avec son épée et décapite le monstre d'un seul coup. Ils reçoivent la réprimande de leur vie et Christina s'assure de leur faire réaliser à quel point ils sont faibles. Ensuite, Sicilian soigne leurs blessures, alors ils acceptent tous de travailler ensemble. Ils traitent Sicilian comme une déesse, et cela agace non seulement Shin, mais aussi la chevalière qui n'a jamais été traitée comme une princesse délicate. C'est alors que des chevaliers arrivent en courant pour signaler que plus de 100 démons se dirigeaient vers eux. Cependant, Shin se porte volontaire pour s'en occuper seul. Les autres reçoivent l'ordre de rester hors de son chemin, lui laissant de l'espace pour préparer son sort de bombe atomique. Tout le monde panique en voyant un démon de classe catastrophe mener la charge. Cependant, Shin envoie une seule explosion qui rase la forêt, ainsi que tous les obstacles devant lui. Assister enfin à la magie de Shin laisse tout le monde stupéfait. La femme s'excuse ensuite pour son impolitesse précédente. Elle s'excuse ensuite auprès de Sicilian, pensant qu'ils sont un couple. Ils commencent tous deux à rougir et rendent assez évident pour tout le monde autour d'eux qu'ils sont amoureux. Peu après, le groupe commence enfin à travailler en équipe. Ils rencontrent un démon ours, et tandis que les chevaliers forment la première ligne de défense, les magiciens commencent à attaquer l'ours avec des boules de feu. Le démon ours est agité et distrait par le feu, donnant aux chevaliers la chance de l'attaquer. Shin les défend des attaques de l'ours en utilisant une barrière magique, et les chevaliers l'attaquent donc de tous les côtés et l'achèvent. Sicilian tend la main pour les soigner après cela, et les chevaliers continuent de l'idolâtrer malgré le fait qu'elle appartienne à un autre homme. Siegfried et Christina sont impressionnés par leur travail d'équipe qui s'améliore, puis Siegfried demande à Shin la raison de l'amélioration de ses amis, car ils sont égaux en puissance aux magiciens de la cour. Shin explique qu'ils ont formé un groupe d'études pour pratiquer la magie comme il l'a appris de Merlin, tout en leur enseignant également comment visualiser les choses correctement. Siegfried est curieux du groupe d'études, et il veut aussi apprendre auprès de Shin, mais Auguste l'arrête. Il affirme que, puisqu'il est membre de l'armée, apprendre la magie de Shin serait une violation de leur promesse à Merlin.
De plus, puisque la magie de Shin est trop puissante, elle pourrait détruire le monde si elle tombait entre de mauvaises mains. August fait même la leçon à Shin, lui disant de faire attention à ne pas répandre davantage ses connaissances magiques. Siegfried accepte son avertissement et demande ensuite à être au moins autorisé à pratiquer les bases telles qu'enseignées par Merlin. August lui dit que c'est ridiculement simple et qu'il n'a qu'à pratiquer son contrôle magique chaque jour, ce qui le rendra plus fort avec le temps. Siegfried a du mal à y croire, alors Auguste appelle Sicilian et Maria pour qu'elles démontrent leur progrès. Il leur demande de créer des barrières magiques comme Shin leur a appris, et elles le font. Leurs barrières magiques sont trop épaisses et robustes, et Siegfried trouve cela incroyable. Auguste dit que c'est facile en pratiquant leur contrôle magique quotidiennement, et Maria dit que c'est encore bien plus fin que le bouclier de Shin. Elle rit en disant qu'ils ne pourront jamais atteindre le niveau du petit-fils du sage après tout. Mais Siegfried lui dit de croire en elle car elle est spéciale. Ces mots suffisent à faire sortir de ses gonds Maria, éternellement célibataire, puis Siegfried déclare qu'il pratiquera également le contrôle magique. Shin se demande alors comment ses amis se débrouillent dans leur groupe. Dans un autre endroit de la forêt, Marc, Olivia, Tony et Julius sont avec quelques chevaliers. Un chevalier est particulièrement hostile envers Tony, car ils étaient amis au collège, mais Tony l'a ensuite quitté pour rejoindre l'Académie des magiciens. Soudain, un démon loup les attaque, et le chevalier s'élance seul pour l'affronter. Malgré l'avertissement du superviseur, que ce n'est pas sûr, d'autres chevaliers se précipitent également, mais d'autres démons loups les attaquent alors. Les chevaliers sont maintenant en difficulté, mais Tony et d'autres magiciens les aident en abattant les démons à distance. Le superviseur est stupéfait en voyant que les démons ont été complètement détruits et qu'il ne reste que des cratères au sol. Tony s'approche de son ancien ami, qui lui fait toujours la tête. Ses amis demandent s'il y a une autre raison à cette hostilité, et Tony réfléchit un instant avant de réaliser autre chose. Le chevalier avait le béguin pour une fille, mais elle a avoué ses sentiments à Tony à la place, et ils sont sortis ensemble un court instant, ce qui l'énerve encore plus. Un autre groupe est composé de Lynn, Alice, Yuri et Thor. Les chevaliers profèrent toutes sortes de remarques misogynes pour les taquiner. Cependant, lorsqu'ils sont attaqués par un groupe de petits démons chiens, ils révèlent à quel point ils sont pathétiques. Les filles perdent patience, voyant leur faiblesse, et elles s'occupent des démons avec leur magie. La magie de Lien devient incontrôlable, et elle explose soudainement, causant également des dégâts à son groupe. Plus tard, tout le monde se rassemble à la porte de la ville, et Shin trouve le groupe de Lin avec les cheveux ébouriffés et apprend qu'ils n'ont pas pu contrôler leur pouvoir. Il voit aussi la discorde entre Tony et son ancien ami. D'autres étudiants demandent à Shin ce qui s'est passé de son côté, et Maria dit que Shin et Sicilian flirtaient l'un avec l'autre tout au long de la mission. Tous deux rougissent à cela, puis Maria met les blagues de côté, disant qu'avec le soutien de Shin, leur entraînement s'est très bien passé. Auguste prend la parole à ce sujet et dit que tous les membres de leur groupe d'études, à l'exception de Shin, seront placés sous supervision nationale une fois diplômés. Il croit qu'ils formeront une unité spéciale directement sous son contrôle, mais même alors, d'autres nations pourraient essayer de les rallier à leur cause. Shin s'excuse auprès de ses amis d'avoir changé leur vie si drastiquement, mais ils en sont en fait heureux. Ils pensent que c'est une chose merveilleuse d'avoir une garantie d'emploi d'élite avant même d'obtenir leur diplôme. Tout le monde demande à Shin de leur enseigner encore plus, et ils réalisent que s'ils veulent devenir une unité spéciale capable de sauver le monde, ils doivent être beaucoup plus forts. Quelques jours plus tard, Shin emmène les filles de son groupe d'études pratiquer leur magie dans les montagnes arides. Leur démonstration de puissance est terrifiante, et Auguste remarque que c'est presque comme un exercice en direct de la division magique nationale. Shin lui dit qu'il les a amenés à cet endroit parce qu'il le connaît très bien, et que personne ne sera là pour les observer. Une fois l'entraînement terminé, Auguste s'adresse à tout le monde et leur donne de nouvelles informations sur les démons. Il affirme que c'est encore un secret d'État, mais que toutes les personnes ici ne sont plus de simples citoyens ordinaires. Une fois la guerre contre les démons commencée, ils feront partie intégrante de l'armée et devront connaître leurs ennemis autant que possible. Auguste révèle ensuite qu'actuellement, les démons ravagent l'empire de Blasphia, ont causé des dommages irréparables aux villes et villages, et que nobles et roturiers ont été massacrés. Malgré cela, le royaume d'Earl Shady ne peut pas entrer en guerre contre les démons sans préparation adéquate, et le pire de tout est que le nombre de démons ne cesse de croître. Shin est certain que Shroom est derrière tout cela, et il sait que s'ils doivent l'affronter correctement, ils devront prendre des mesures supplémentaires. Il annonce donc à ses amis qu'ils vont bientôt organiser un camp d'entraînement. Il précise que les exercices et les leçons pratiques se dérouleront dans cette chaîne de montagnes, et qu'ils devront trouver un endroit pour se loger et se détendre à proximité. Après avoir mis toutes leurs idées sur la table, Maria propose d'aller chez Sicilian, car sa famille possède une source thermale. Shin apprécie l'idée et l'accepte immédiatement. Plus tard, il parle du camp d'entraînement à ses grands-parents, qui le soutiennent pleinement. Cependant, Melita veut savoir qui les supervisera. Shin lui demande pourquoi c'est nécessaire, et elle lui crie que des adolescents et adolescentes ne peuvent pas être laissés seuls sous le même toit sans surveillance. Bien qu'elle semble démodée, elle ne fait cela que pour se porter volontaire comme superviseur et s'amuser aux sources chaudes, et Merlin décide de l'accompagner. Le lendemain matin,
Merlin et Mélita arrivent au portail de l'école, où tous les élèves ont dit quand ces sont prêts à partir pour leur camp d'entraînement. Ils voyagent dans des calèches tirées par des chevaux, équipés de harnais spéciaux, qui leur procurent une climatisation naturelle et un soulagement de la fatigue. Shin ignore même l'existence de telles choses, et il est surpris d'apprendre que Mélita les a inventées. La vieille dame se délecte de leurs éloges, car ils disent que Mélita a brisé les normes et créé des équipements magiques utilisés pour la paix et la prospérité plutôt que pour la guerre. Peu après, Shin remarque soudain la présence de démons à proximité, et ses amis l'ont également ressenti. Il tombe sur un groupe de marchands encerclés par des monstres loups de taille moyenne, et tout le monde veut participer à leur subjugation. Alors Shin sort une tasse contenant des baguettes pour choisir le bon participant en tirant au sort. Lin gagne le premier tirage, et elle balaye toute la meute de loups démoniaques avec un puissant sort de vent. Shin lui dit que si elle gère un peu mieux sa puissance magique, elle pourra lancer son sort plus rapidement. Peu après, ils atteignent la ville thermale de Claude et arrivent au manoir de Siciliane. Le gérant et les serviteurs de Siciliane accueillent tout le monde, et ils ont déjà accepté Shin comme leur futur gendre. Plus tard, ils se baignent dans l'eau chaude, et Merlin remercie les garçons d'être devenus amis avec Shin, car il n'avait jamais eu d'amis de son âge avant d'arriver à l'académie. En retour, Otis remercie Merlin, disant que lui non plus n'avait jamais eu d'amis qui le traitaient de manière informelle avant Shin. Il est ravi que Shin le traite comme il le souhaite, et d'autres se joignent également pour témoigner de l'impact que Shin a eu sur leur vie. Le lendemain matin, tout le monde commence son entraînement de contrôle magique sous la supervision de Merlin. Il leur donne des conseils personnalisés en fonction de leur performance, et comme toujours, Lin libère trop de magie qu'elle ne peut contrôler. Cette fois, Merlin lui dit d'arrêter et protège tout le monde de son explosion. Ensuite, Mélita donne également aux élèves des conférences sur l'équipement magique et les techniques d'incantation. Puis, Shin les emmène dans la chaîne de montagne pour leur entraînement pratique, et les élèves lancent des sorts magiques sans incanter. Mélita pense qu'ils sont déjà assez forts pour mettre le département de la magie hors service, mais Shin et Merlin estiment qu'ils ont encore besoin de s'améliorer. Shin sait que s'ils doivent combattre une armée de démons menée par Shishom, tout le monde ici, y compris lui, doit devenir plus fort. Cependant, les autres ne prennent pas ces paroles à la légère et dressent immédiatement leur barrière magique pour se protéger de l'onde de choc du nouveau sort que Shin va essayer. Ils visualisent d'abord un gaz hautement combustible pour créer des boules de feu bleues, puis les combinent en une boule de feu géante. Après cela, ils créent une tornade autour de la boule de feu, tout en la pointant vers l'avant. Jusqu'à présent, Shin avait utilisé ce puissant sort comme une attaque de zone étendue. Mais cette fois, il prévoit de contrôler sa direction et d'en faire un lanceur de dégâts précis. Il libère l'attaque lorsque sa puissance et son contrôle sont perfectionnés, et elle détruit tout sur son passage. Alors que Shin est heureux que sa nouvelle technique ait fonctionné, Mélita le frappe fort avec son éventail en le traitant d'idiot. Elle lui demande pourquoi diable il avait besoin d'une technique assez puissante pour détruire 3 collines d'affilée. Shin dit nerveusement qu'il ne pensait pas que ce serait si puissant, mais elle n'est pas satisfaite de sa réponse. Les autres élèves sont également terrifiés par sa puissance, et personne ne le croit quand Shin essaie de leur dire que ce n'est pas grand-chose. Le cours est terminé pour la journée, et pendant que tout le monde rentre chez soi, Auguste demande à Shin d'utiliser le sort de portail pour le transporter au château, afin qu'il puisse obtenir des nouvelles de la situation de guerre. Shin s'exécute et l'emmène au château, où une jeune fille blonde de mauvaise humeur attend le prince. Auguste devient nerveux en la voyant, puis dit à Shin que la fille est son amie, Ellie. Elle se présente poliment à Shin, puis commence à s'en prendre à Auguste pour être allée au camp et l'avoir laissée seule. La sœur cadette d'Auguste, May, arrive également à ce moment-là, et elle est entièrement d'accord avec sa future belle-sœur. Bien qu'elle ne manque pas autant son frère, elle est contrariée par lui parce qu'il campe avec la gourou Mélita, qui est son idole. Auguste la taquine et May s'énerve, mais quand elle remarque Shin, elle devient encore plus troublée. Elle se présente à lui comme une grande fan de Mélita, et Shin la trouve mignonne. Auguste demande aux 2 filles ce qu'elles font ici, et elles déclarent qu'elles viennent avec lui au camp d'entraînement. Il n'est pas prêt à les emmener avec lui, car il juge l'endroit dangereux, et il crie qu'elles n'obtiendront jamais la permission du roi. Il est instantanément contredit, car son père lui dit d'emmener sa fiancée et sa sœur cadette au camp. Alors qu'Auguste est bouleversé par cela, Shin ricane simplement parce qu'il va s'amuser à le taquiner plus tard. Shin les emmène à la cité des sources chaudes en utilisant un portail, et May est super excitée de voir qu'ils sont dans une ville complètement différente en quelques secondes. Auguste la réprimande pour s'être trop emporté, et Shin lui tend la main. May la prend, et Auguste lui dit d'écouter tout ce que Shin dit, et de ne pas s'éloigner de lui. Il se tourne ensuite vers Ellie, et lui dit qu'elle peut rester au camp, mais qu'il n'y aura personne pour la choyer ici. Elle répond que c'est bien, parce qu'elle est là, juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune distraction dans sa vie ici. Shin pense qu'Ellie est jalouse des filles qui sont avec eux au camp, mais elle répond qu'elle ne s'inquiète pas pour les filles. Celle qui est la cause de ses inquiétudes est en fait Shin, car chaque instant qu'elle passe avec Auguste, il ne parle que de lui. Shin est immédiatement dégoûtée à l'idée qu'Ellie imagine qu'il se passe quelque chose entre lui et Auguste.
Cependant, le prince a le don de la parole, et il dit à ses amis qu'elle est la seule pour lui. Pour lui, Shin est un ami masculin avec qui il peut s'amuser librement, et comme c'est une nouvelle expérience, il se laisse parfois emporter. Ellie est émue par ces paroles et décide d'arrêter d'être en colère contre Auguste. Ils vont manger au restaurant, et Auguste lui dit que Shin a déjà une petite amie, ce qui le rend nerveux. Auguste lui dit d'arrêter d'être une mauviette et de clarifier sa situation avec Siciliane, car il est évident pour tout le monde qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre. Shin est toujours dubitatif et demande ce qui se passera si son observation s'avère fausse et que sa relation avec Siciliane se détériore. En réponse, Auguste lui demande s'il est heureux de la façon dont les choses se passent actuellement. Il lui demande s'il compte laisser une fille venir lui avouer ses sentiments en premier, parce qu'il est un lâche. L'esprit de Shin est rempli de doutes en entendant cela, et même lorsqu'il retourne au manoir, il est perdu dans ses pensées. Ellie et May disent à Siciliane que Shin ne parlait que d'elle en chemin, et qu'ils forment un couple vraiment mignon. Tous deux rougissent en entendant cela, et Shin fait de son mieux pour faire taire les deux filles. Après cela, Ellie et May saluent le vieux couple puissant. May est troublée en voyant Melita en personne, et Shin l'informe que la jeune fille est une de ses grandes fans. Elle s'approche de May d'elle-même et la trouve très mignonne. Melita dit qu'elle aurait aimé que Shin soit aussi adorable dans son enfance, mais il n'était qu'un fauteur de troubles qu'on ne pouvait jamais laisser seul. Tout le monde est d'accord avec elle, et ils souhaitent que leurs enfants ne soient pas aussi difficiles que lui. Shin est abattue, mais ensuite Siciliane dit qu'elle n'est pas d'accord avec eux. Elle affirme que leurs enfants seront sûrement merveilleux, puis rougit immédiatement en réalisant ce qu'elle vient de dire. Alors que tout le monde la taquine pour ses projets si lointains, Siciliane est troublée et s'enfuit. Auguste dit à Shin que cela devrait lui faire comprendre que Siciliane est vraiment amoureuse de lui, et qu'il doit être d'accord avec lui maintenant. Plus tard cette nuit-là, alors que Shin se promène, il trouve Siciliane assise seule. Il l'approche mais aucun d'eux ne sait de quoi parler. Après un moment de gêne, Siciliane s'excuse pour les paroles irréfléchies qu'elle a prononcées plus tôt, et Shin répond qu'il était un peu heureux de l'entendre. Ils commencent à se remémorer leur première rencontre après cela, et Shin admet que la première fois qu'il l'a vue, il a ressenti un coup de foudre. Elle répond timidement qu'elle aussi le trouvait très bel homme. En entendant cela, Shin a enfin le courage de lui avouer son amour, et elle se met à pleurer de joie en l'entendant. Elle répond qu'elle l'aime aussi, et Shin lui demande de devenir sa petite amie. Elle accepte volontiers, et ils s'approchent pour un baiser. Cependant, leurs amis les espionnaient, et ils sont tombés de leur cachette au dernier moment, empêchant leur premier baiser. Non seulement ses amis, mais ses grands-parents sont également là pour le voir enfin devenir un homme. Il déclare ensuite que Sicilian et lui sortent ensemble, et le gérant de Siciliane sort également des buissons pour les féliciter. Auguste félicite également Shin, mais lui demande de ne pas se laisser emporter par la romance, au point de négliger l'entraînement. Shin demande pourquoi il l'a mis dans cette situation alors, et Auguste répond que c'est un trope général dans les histoires qu'un homme qui retarde sa confession à cause de la guerre ne survit jamais pour le faire. Le lendemain, tout le monde arrive à la plage, et Shin leur dit qu'ils ne sont pas là pour s'amuser, mais pour s'entraîner. Eh bien, l'entraînement est juste un beach volley pour le fan service standard de l'industrie, plus la règle supplémentaire qu'ils peuvent utiliser la magie sur le ballon. Le jeu commence et Alice lance le ballon haut dans le ciel avant de sauter après lui en utilisant le sort de renforcement physique. Elle le frappe vers le bas avec toute sa puissance, mais Olivia le reçoit bien. Thor prépare le ballon pour que Tony le smash avec la magie des ailes. Auguste le soulève avec sa magie du vent, puis Lynn saute et frappe le ballon avec un sort de flamme. Le ballon enflammé va droit vers Yuri, qui essaie d'utiliser un bouclier d'eau, mais ne parvient pas à arrêter le ballon et concède le premier point à son équipe. Alors que tout le monde est également excité à l'idée de jouer, Shin se demande s'il est si facile de devenir bon au volleyball. Soudain, un tir de feu égaré se dirige vers Ellie et May, mais Merlin le bloque rapidement avec sa barrière magique et sauve les filles. Pendant que Melina sermonne les coupables du tir égaré, Merlin pense que ce jeu est un bon moyen d'entraîner leur contrôle et leur dit de reprendre le jeu. Après avoir joué toute la journée, tout le monde se rassemble au manoir le soir. Shin apprend que tout le monde ici a déjà rencontré Auguste et Ellie quand ils avaient 5 ans. Les royaux et les nobles organisent une fête lorsque leurs enfants atteignent 5 ans, et tous les enfants du même groupe d'âge y sont invités. Ils commencent à parler de fêtes, de leurs histoires d'amour et de leurs relations, quand Shin remarque soudain quelque chose et dit à tout le monde de se calmer. Quelques instants plus tard, Melita fait irruption dans leur chambre et leur dit d'aller se coucher tôt, car demain ils doivent s'entraîner à nouveau. Cependant, les lumières sont éteintes, et tout le monde se cache dans les lits. Ils sont presque sur le point de s'en tirer, mais d'une manière ou d'une autre, Shin et Siciliane se sont retrouvés dans le même lit, et elle n'a pas pu contrôler ses gémissements et ses halètements à cause de son contact. Grâce à cela, Melita le découvre, lui et tout le monde, et ils se font sévèrement réprimander. Le lendemain matin, les deux tourtereaux se rencontrent dans le couloir et rougissent en se remémorant leur moment torride de la nuit dernière. Shin essaie de détourner la conversation en disant qu'il devrait aller prendre le petit déjeuner. Mais avant cela, Sicilian a une demande spéciale à lui faire. Elle veut qu'il rencontre ses parents et leur déclare leur relation avant que son père ne parte travailler.
Shin pense que c'est une bonne idée, mais dès qu'il est devant les parents de Sicilian, il manque de mots. Cependant, il rassemble tout son courage et leur dit poliment qu'il sort avec leur fille et qu'ils sont là pour demander leur bénédiction. Shin craint que ses parents ne prennent pas bien cette nouvelle, mais contrairement à ses attentes, le père de Sicilian lui prend les mains et le remercie d'avoir choisi sa fille. Shin est abasourdi par cette réaction, mais la mère de Sicilian dit à son mari de se calmer un peu. Elle a une question pour Shin avant de pouvoir l'accepter comme le petit ami de sa fille. Elle dit qu'ils sont une famille noble, et qu'une fille de famille noble ne peut être autorisée à sortir sans être fiancée à son amant. Elle demande à Shin s'il est prêt à se fiancer avec elle, et il affirme avec confiance. Sur ce, les deux parents de Sicilian l'acceptent comme son petit ami. Peu après, ils retournent dans les montagnes pour s'entraîner et trouvent Tony et Thor en train de lancer des boules de feu sans arrêt. Ellie est choquée de voir cela, mais Shin lui dit que ce n'est qu'un échauffement. Merlin s'approche d'elle et de Mai et leur demande si elles sont également intéressées à s'entraîner un peu. Ellie refuse car elle n'a aucun talent pour la magie, mais Mai est intéressée. Merlin commence sa leçon par un contrôle magique de base, et il s'avère que Mai a beaucoup de potentiel. Merlin et Melita la félicitent toutes les deux, ce qui rend toutes les filles jalouses. Lynn décide qu'elle ne perdra contre personne et concentre sa magie, mais encore une fois, elle en fait trop et explose. Après cela, Shin décide de créer un nouveau type de magie, et ses amis se cachent derrière des barrières magiques car ils ne font pas confiance à ses expériences pour leur sécurité. Alors que Shin ramasse une pierre, il renforce leur barrière magique, mais il leur dit qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter car il ne crée pas de magie offensive maintenant. Shin libère alors une grande quantité de magie et commence à la verser dans la roche. Il utilise son sort nouvellement créé, et soudain, la roche commence à flotter dans les airs. Shin s'exclame que c'est un succès, et tous les autres n'en croient pas leurs yeux. Il lui demande d'expliquer son nouveau sort, et Shin dit que c'est de la magie antigravité ou de lévitation. Personne ne comprend le jargon scientifique moderne, mais ils conviennent que Shin a fait quelque chose d'incroyable. Cependant, il leur dit que ce n'était qu'un avant-goût, et que le vrai spectacle n'a pas encore commencé. Shin lance le sort d'antigravité sur lui-même et flotte dans les airs. Puis il utilise la magie du vent pour se déplacer. Il rit parce que, même s'il ne peut pas encore le contrôler entièrement, c'est amusant et tous les autres sont stupéfaits. Shin redescend et dit que puisque Shrektram utilisait aussi ce genre de magie flottante, il l'a développé pour le contrer. Plus tard cette nuit-là, Shin dit à ses grands-parents qu'il est fiancé à Sicilian. Ils sont surpris par cette nouvelle soudaine, et Shin s'excuse de ne pas les en avoir informés plus tôt. Sicilian essaie de le défendre et d'assumer la faute, mais Melita et Merlin n'y voient aucun problème. Au contraire, ils s'attendaient à ce que cela arrive tôt ou tard. Cependant, avant de rendre leur fiançailles publiques, Melita veut rencontrer les parents de Sicilian, alors ils leur rendent immédiatement visite. Là, Merlin et Melita révèlent qu'ils n'ont aucun lien de sang avec Shin. Ils voulaient informer les parents de Sicilian de cette affaire car ils croient qu'il y en a que l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont accepté Shin était qu'il était leur petit-fils. En réponse, le père de Sicilian dit qu'il est déçu de Merlin et Melita pour avoir si peu considéré sa famille. Il dit que la raison pour laquelle ils ont accepté ses fiançailles n'était pas parce que Shin est leur petit-fils, mais parce qu'il la valorise énormément et essaie constamment de la protéger. Shin et ses grands-parents sont vraiment heureux d'entendre cela, et ils remercient les parents de Sicilian. Après cela, Shin remercie ses grands-parents de l'avoir bien élevé, et tous deux sont émus en entendant cela. Quelques jours plus tard, Shin présente de nouvelles tenues à tous les membres de son groupe. Ces nouveaux vêtements sont dotés d'enchantements défensifs avancés, d'options de camouflage et de contrôle de la température. Tout le monde réalise que leurs uniformes dépassent désormais le niveau de trésor national. Shin leur dit ensuite qu'il n'a pas mis d'enchantements spéciaux sur leurs bottes, car il est difficile de les utiliser autrement. Seul August est assez intelligent pour réaliser que Shin leur donne les uniformes améliorés, parce que l'entraînement d'aujourd'hui va être dangereux. Tout le monde panique en entendant cela, et Shin dit qu'aujourd'hui, ils vont organiser un véritable entraînement au combat en abattant un démon de classe catastrophe. Personne n'est confiant de pouvoir le faire, mais Shin les assure qu'ils sont déjà assez forts. Et en plus, leurs uniformes garantiront qu'ils ne seront pas gravement blessés. Mai se plaint qu'elle veut aussi les rejoindre, mais Auguste l'interdit car l'entraînement d'aujourd'hui est vraiment dangereux. Comme la jeune fille n'arrête pas de s'agiter à ce sujet, Shin a une idée. Il crée un téléphone primitif en utilisant des gobelets en papier et de la soie d'araignée démoniaque, et le teste en parlant à Mai après être allé dans une autre pièce. Soudain, Melita arrive à l'emplacement de Mai, et dès qu'elle voit le téléphone, elle s'en prend à Shin pour avoir encore créé quelque chose d'extraordinaire. Il en a marre de ses reproches, alors il accroche le téléphone sur une statue et s'enfuit avec ses amis. Ils entrent dans la forêt, et Sicilian utilise la magie sensorielle pour localiser un démon de classe catastrophique. Il s'avère que c'est un lion démonisé, et Shin dit qu'il est lent mais puissant. Sicilian dit qu'il devrait utiliser des attaques à distance pour le combattre, et il lui tapote la tête pour la complimenter. Les célibataires du groupe ne sont pas contents de les voir flirter joyeusement, alors Shin passe rapidement aux choses sérieuses.
Julius, Yuri, Mark, Sicilian et Olivia sont mis en équipe pour combattre le lion démon. Auguste est inquiet car tous brillent habituellement dans des rôles de soutien, mais Shin croit qu'ils sont assez forts pour vaincre le démon. Le lion les remarque et Shin leur donne l'ordre de se préparer. Tout le monde active sa magie et au signal de Shin, il la tire vers le lion démon. Alors que les attaques multi-éléments frappent le lion de tous les côtés, il réalise qu'il est fichu. Une explosion géante secoue toute la forêt et Shin réalise qu'envoyer 5 personnes combattre un simple démon de niveau catastrophe était excessif car il n'y a maintenant qu'un cratère là où se trouvait le démon. Shin dit alors que si les combattants de soutien peuvent faire cela, leurs principaux infligeurs de dégâts peuvent probablement vaincre un démon de ce niveau par eux-mêmes. Alors s'ils font juste cela, chacun trouve un démon de niveau catastrophe et le vainque individuellement. Tony a même appris à utiliser la lame ultrasonique de Shin, et tout le monde est impressionné. Plus tard ce soir-là, Shin s'habille car c'est sa fête de fiançailles. Sicilian vient dans sa chambre pour le recevoir, et il ne peut pas la quitter des yeux. Ils se perdent trop dans les yeux l'un de l'autre, mais la mère de Sicilian arrive alors et leur dit de descendre car les invités attendent. Ils reçoivent un accueil chaleureux de leurs amis et de leur famille, et même du roi, qui agit comme témoin et pour les féliciter. Plus tard, cette nuit-là, Shin et Sicilian se rendent sur le balcon, où il sort une bague de fiançailles de sa poche et la demande officiellement en mariage. Sicilian lui tend la main et il lui passe la bague au doigt. Et sur ce, ils s'embrassent enfin. Le lendemain, Shin enseigne à tout son groupe comment voler. Il leur lance simplement un sort anti-gravité et ils utilisent leur magie du vent pour contrôler leur vol. Hades a également inventé le haut-parleur, qu'il connecte au téléphone qu'il a créé plus tôt pour informer ses amis de descendre, car c'est maintenant le moment pour le deuxième groupe de s'envoler dans les airs. Pendant ce temps, dans l'empire de Blossia, Shetram et son armée de démons ont finalement détruit méthodiquement chaque ville et village. Il reçoit cette nouvelle de ses lieutenants méfiants, Zest et Myria. Myria réfléchit à la façon dont l'escouade démoniaque dirigée par Zest a attaqué les groupes de marchands, rendant la nourriture rare et beaucoup plus coûteuse. Tandis que les nobles continuaient de vivre dans le luxe, le peuple mourait de faim, et Shroom utilise leur ressentiment pour les transformer en démons. Ces démons ont ensuite massacré la noblesse et détruit les villes voisines, menant l'empire à sa ruine. Myria n'est pas entièrement d'accord avec les méthodes de Shroom. Bien qu'elle comprenne sa haine envers les nobles, elle n'apprécie pas que de nombreux roturiers aient perdu la vie dans sa guerre. Peu de temps après, Shroom convoque une réunion de tous les démons sous son contrôle. Il les remercie d'avoir ravagé l'empire de Blasphia, et les démons se réjouissent. Cependant, Shroom affirme que son objectif était de renverser l'empire, et maintenant que c'est fait, il n'a plus rien d'autre à faire. Les démons ne sont pas contents d'entendre cela, et ils déclarent qu'ils devraient continuer à conquérir les royaumes voisins et prendre le contrôle du monde. Strem dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne partagent pas leurs ambitions. Un démon décide de partir seul, et Strem lui dit qu'il est tout à fait libre de le faire. Il encourage même les autres démons à partir s'ils ont des ambitions. Après que beaucoup d'entre eux soient financiers partis, Myria demande à Shroom pourquoi il hait l'Empire, avec une telle intensité, car elle a entendu dire qu'il était lui-même un ancien duc impérial. Shroom réalise qu'il n'a jamais partagé son histoire de vie avec eux, et pense que c'est le bon moment pour le faire. Il raconte que l'histoire a commencé il y a 2 ans, quand il était un humain normal. Il était duc, mais malgré son statut noble, il se mêlait souvent aux gens du peuple et les aidait dans l'agriculture. Son territoire prospérait grâce à ses politiques visionnaires, et sa femme devait bientôt donner naissance à leur premier enfant. Cependant, en raison de ses politiques favorables envers les roturiers, Shroom s'est fait de nombreux ennemis, y compris l'homme qui deviendrait plus tard l'empereur de l'empire de Blossia. Les nobles n'étaient pas satisfaits de la richesse et de l'influence croissante de Shroom, alors le futur empereur a suggéré un plan. Il a demandé aux nobles de convoquer Shroom à la capitale et de le retenir aussi longtemps que possible, et pendant ce temps, il provoquerait sa chute. Peu de temps après, Shrug reçut une lettre d'autres nobles, déclarant qu'ils étaient également désireux d'adopter ses politiques clémentes. Il fut fou de joie en lisant la lettre, et décida de se rendre à la réunion qu'il tenait au sujet de ses politiques. Sa femme était inquiète car elle savait que certains nobles étaient jaloux de son mari, mais Shretron était l'un des meilleurs magiciens de tout l'Empire, et il était confiant de pouvoir gérer n'importe quoi. Quelques jours après que Shrem ait quitté son territoire, des gens ont commencé à disparaître soudainement, et les nobles ont répandu des rumeurs selon lesquelles ils auraient été enlevés et vendus comme esclaves par le duc. De plus en plus de gens ont commencé à croire les rumeurs qui dépeignaient Shroom comme un méchant. Quelques semaines plus tard, ils ont même mis en scène un enlèvement, et la fausse police envoyée par les nobles a montré aux roturiers des jeunes filles kidnappées dans un chariot appartenant à Shroom. Cela a mis le public en rage, et ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont mis le feu au manoir de Shroom, avec sa femme enceinte toujours à l'intérieur. Quand Shroom est revenu sur son territoire, il a été dévasté par la vue de sa maison en flammes. Il avait le cœur brisé en voyant sa femme morte, et a demandé aux habitants pourquoi ils avaient commis cet acte cruel. Ils l'ont accusé d'avoir enlevé des gens et de les avoir vendus comme esclaves, et ils lui ont dit que la police impériale leur avait montré des preuves concrètes. C'est à ce moment-là que Strom réalisa que les nobles avaient comploté contre lui pour le détruire.
Il perdit la raison en maudissant les gens qui avaient rendu sa gentillesse par cet acte maléfique, et l'Empire qui laissait les villes nobles faire ce qu'ils voulaient sur son territoire. Il fut submergé par son chagrin et sa rage, et une énergie sombre commença à l'envahir. Shroom déclara qu'il détruirait le peuple et l'Empire, puis il se transforma en démon. Rien qu'avec sa transformation en démon, il libéra suffisamment d'énergie pour détruire complètement sa ville. Strom rit à la fin de la destruction et jura qu'il détruirait l'Empire de Blasphia, de l'empereur au dernier roturier. Après avoir entendu son histoire, Zest pense que puisque leur maître a atteint son objectif de détruire l'Empire, il a besoin de quelque chose d'autre à faire, maintenant. C'est pourquoi il dit à son assistant d'attaquer un petit royaume près d'Earlshade, car cela forcerait Shin à sortir et à les combattre. Pendant ce temps, dans la capitale d'Irleshid, la cérémonie de couronnement du prince Auguste a lieu, quand soudain, un messager arrive avec la nouvelle de démons repérés près de leurs frontières. Le public panique en entendant cela, mais Auguste leur dit de se calmer car ils ont une unité spéciale parfaitement capable d'abattre les démons. Il appelle ensuite Shin à monter sur scène avec lui et le présente au public comme le nouveau héros qui a arrêté une attaque démoniaque à l'Académie de magie. Auguste dit qu'ils sont devenus plus forts grâce à lui, puis il retire sa cape pour révéler l'uniforme de combat qu'il porte en dessous. Il dit ensuite à Shin de s'adresser au public et de leur offrir une performance qui apaise leur cœur, et il lui demande également de trouver un nom cool pour leur groupe. La première partie de la requête est facile, mais Shin a du mal à trouver un nom, alors il déclare qu'ils sont des magiciens ultimes, ce que tout le monde trouve embarrassant. Sur ce, Shin lance la magie de lévitation sur tout le monde, et il s'envole vers la frontière pour s'occuper des démons. En ce moment, dans le petit royaume voisin, le commandant des chevaliers et ses soldats remarquent une horde de démons qui se dirige vers eux. Ils réalisent que leur pays est condamné, car ils ne sont pas assez forts pour affronter les démons, et même s'ils envoient une demande de renfort au royaume d'Irleshid, il faudra 1 semaine pour que les renforts arrivent. Ils convoquent tous les magiciens disponibles et leur ordonnent d'utiliser leurs barrières magiques pour défendre les murs du château contre les attaques démoniaques. Ils bloquent la première vague d'attaques des démons grâce à l'équipement défensif spécial. Pendant ce temps, Shin et son groupe volent vers le royaume voisin, et il est toujours gêné par le nom de magiciens ultimes, surtout parce qu'il sait qu'il est trop tard pour le changer maintenant. Tandis qu'Auguste le taquine à ce sujet, l'un croit sincèrement que c'est un bon nom. Maria vole vers lui et dit qu'elle est nerveuse à l'idée de combattre un démon, mais Shin lui dit de se réjouir car elle est plus forte qu'un démon maintenant. Il demande ensuite à Sicilial de rester en arrière et de s'occuper des blessés au lieu de combattre. Quant aux autres, Shin leur dit de former des paires et d'abattre les démons un par un. Bientôt, le royaume apparaît, et il semble qu'il soit déjà assiégé par les démons. Les démons continuent de bombarder la ville d'attaque, jouant avec les civils qui courent pour sauver leur vie. Alors qu'une paire de démons est sur le point de tuer une femme et sa fille, Shin lui donne un coup de pied sauté au visage et l'envoie voler. Le partenaire du démon est furieux contre lui pour avoir essayé de les combattre, et il dit à Shin qu'un simple humain comme lui ne peut pas les affronter. Il dégaine son arme et commence à libérer sa magie, mais il se fait dessus en voyant Shin charger le canon de flamme bleue. D'un seul tir, Shin anéantit le démon, et pendant ce temps, Thor s'est occupé du second. Après cela, ils aident la mère et la fille à se relever, et les dirigeant vers le centre de secours. Shin est furieux en regardant autour de lui et en voyant la mort et la destruction partout, mais il remarque ensuite Auguste et Maria sur une haute tour. Auguste s'adresse aux habitants du pays et leur dit qu'ils sont des renforts du royaume d'Earlshide, et qu'ils sont là pour les protéger des démons. Il interpelle ensuite les démons et leur dit de se rendre tranquillement car ils sont face au nouveau héros Shin, célèbre pour avoir tué des démons à main nue. Les gens se réjouissent en entendant cela, mais les démons sont encore plus désireux de se battre maintenant. Le groupe se divise en paires de 2 et se répand dans toute la ville. Shin dit à Sazilion d'aller au centre de secours et de soigner les gens, et elle lui demande de rester prudent aussi. Aucun d'eux ne remarque que l'assistant de Zest rôde à proximité, et il veut tester les capacités de Shin. Pendant ce temps, Alice et Lynn font équipe et trouvent leur première cible en utilisant le sort de recherche. Elles tombent sur un démon qui a chassé un groupe de chevaliers sans grande difficulté. Le démon se moque d'elles, les trouvant plus plates qu'une planche de surf, et demande si elles sont là pour jouer avec des poupées Barbie ou quelque chose. Cela exaspère Alice, et elle avance en activant sa magie de flamme. Cependant, Lynn la frappe avec un sort d'eau et éteint son feu, lui disant que ce n'est pas le moment de se laisser emporter par ses émotions, car elles ont affaire à un démon. Alice se calme et dit qu'elle va se battre plus patiemment maintenant, mais Lynn lui dit que le démon est déjà mort. Elle l'a frappé avec une attaque d'eau à haute pression pendant qu'Alice était distraite, et elle a mis fin à sa vie en un instant. Soudain, elles entendent le cri d'un chevalier torturé par un démon. Le démon joue avec le chevalier, puis lui lance une attaque destructrice, mais Lynn et Alice arrivent juste à temps et la bloquent avec leur barrière magique. Ce démon traite également Alice de plus plate qu'un écran d'iPhone. Alors, elle craque et le frappe avec un puissant sort de feu qui ne laisse même pas ses cendres derrière lui. Après cela, elles aident le chevalier à se relever, mais il leur dit qu'il est encore assez en forme pour retourner seul au centre de secours.
Sur ce, les filles Aynou décident au Hanja de rivaliser pour voir qui peut tuer le plus de démons. À un autre endroit, Julius bloque un démon qui tente d'engager Thor en combat rapproché, et quand un second démon leur lance son attaque, Thor la bloque avec sa barrière. Il libère simultanément une lame de vent pour infliger une profonde blessure au démon. Thor demande aux démons s'ils font cela sur l'ordre de Strom, mais il refuse de parler et l'attaque à nouveau. Thor utilise une lame de vent pour lui infliger de multiples entailles et le mettre à genoux. Il demande aux démons pourquoi lui et d'autres démons essaient de ruiner ce pays, et il répond que c'est leur instinct de base en tant que démons de détruire des choses. Il crie qu'ils étaient remplis de haine pour la noblesse qui les opprimait. Et quand ils se sont transformés en démons, ces sentiments ont explosé et leur ont donné le désir de tout détruire. Ils se préparent à se battre à nouveau, mais lui et son partenaire sont rapidement vaincus. À un autre endroit, 2 démons ont acculé quelques chevaliers contre le mur quand soudain, un cercle magique apparaît sous l'un d'eux. Le démon malchanceux gèle instantanément et son partenaire trouve Yuri sur un toit à proximité. Il est sur le point de l'attaquer, mais Tony se précipite alors avec la lame ultrasonique et tranche les 2 démons d'un seul coup. Au même moment, une autre équipe de démons a découvert le centre de secours, et ils décident d'y semer le chaos. Mark monte la garde là-bas, et il tient nerveusement une épée pour affronter les démons. Un démon se précipite vers lui, mais un énorme bloc de béton le frappe, et il est écrasé dessous. Olivia déclare qu'elle protégera son petit ami, et le second démon tente de l'attaquer, seulement pour être incinéré par Mark, qui déclare qu'il gardera sa petite amie en sécurité. Le premier démon se relève en les maudissant, mais il lance une attaque combinée pour le vaincre instantanément. À l'intérieur du centre de secours, Sicilian a du mal à soigner le nombre toujours croissant de blessés. Pendant ce temps, Shin a balayé le sol avec les démons et en a éliminé beaucoup à chaque attaque. Il l'attaque de tous les côtés, mais il utilise une variété de sorts pour les anéantir complètement. L'assistant de Zest, Edmond, l'espionne tout le temps, et maintenant, il transpire parce que Shin est bien plus fort qu'il ne pouvait l'imaginer. Il était là pour juger sa faiblesse, mais maintenant, il pense que Shin est un monstre sans aucun point faible. À un autre endroit encore, Auguste et Maria ont éliminé tous les démons à proximité lorsque le chef des démons arrive pour les affronter. Le démon pense que le prince est le chef du groupe, et il veut le tuer pour effrayer tout le monde. Auguste rit en prononçant le nom de son groupe, magicien ultime, avant de dire qu'il n'est pas le chef. Cependant, il convient que s'ils éliminent le chef, les autres seront démotivés, et il va faire de même avec le chef des démons. Il défie le démon de l'attaquer en premier, mais Maria lance soudainement une attaque surprise sur le démon. Cependant, il se défend en utilisant son attaque furtive, se servant de 2 humains comme bouclier. Le démon lance ensuite ces 2 personnes vers eux, et alors que Maria essaie d'esquiver, il la frappe d'un puissant coup de poing. Grâce à son armure défensive spéciale, la majeure partie des dégâts de ce coup de poing est absorbée, sinon Maria aurait subi de multiples fractures. Le démon lui attrape le bras et la projette contre un mur, mais elle va toujours bien malgré cela. Elle injecte sa magie dans l'uniforme, et les blessures sur son corps commencent à guérir. Le démon le remarque et réalise que les parties non couvertes par l'uniforme sont toujours vulnérables. Maria lui dit que c'est inutile, même s'il l'a remarqué, et l'attaque avec une boule de feu, provoquant une énorme explosion. Elle ne s'arrête pas et continue de le bombarder de boules de feu, mais quand la fumée se dissipe, elle constate que le démon est indemne. Il a utilisé un outil défensif spécial qu'il a pris après avoir vaincu des magiciens du royaume plus tôt. Amy et Maria réalisent toutes deux que l'outil défensif est assez puissant, et le démon les nargue de l'affronter maintenant. Maria et Auguste échangent un regard et courent immédiatement dans des directions opposées pour prendre le démon en tenaille. Auguste l'attaque avec la magie de la foudre, mais le démon la bloque facilement à l'aide de l'outil, puis Maria l'attaque de l'autre côté. Ils continuent de parer leurs attaques incessantes, mais commencent bientôt à perdre confiance car ses adversaires ne semblent pas se fatiguer du tout. Soudain, il y a un lapsus dans sa concentration et sa barrière s'affaiblit. Elle se brise immédiatement après, et il est touché par la boule de feu de Maria. Dès que le démon se relève après cette attaque, Auguste le frappe avec un sort de foudre et crée un trou parfaitement circulaire dans sa poitrine. Le démon meurt sur le coup, et Auguste et Maria continuent leur mission. L'assistant est choqué de constater que non seulement Shin, mais toute son équipe est assez forte pour vaincre les démons, et il se demande comment ils peuvent le gérer. Même Zess et Miria se cachent à l'extérieur du château, et ils pensent aussi que Shin est trop puissant pour que des démons ordinaires puissent le gérer. Ils pensent qu'il n'est pas sage de sacrifier plus de troupes, mais les faire sortir ne sera pas facile. C'est pourquoi Miria se charge de distraire les magiciens et de donner aux démons une chance de s'échapper. Elle fait fondre et fait exploser la lourde porte, protégeant la ville, puis provoque de graves explosions partout. Miria submerge facilement les chevaliers et elle est sur le point de réduire leur commandant en poussière aussi, quand soudain Lin et Alice arrivent. Elles bloquent l'attaque de Miria avec leur barrière et disent au commandant des chevaliers de battre en retraite car il ne ferait que les ralentir. Miria arrête son attaque et demande aux filles qui elles sont. Elles adoptent une pose embarrassante et déclarent qu'elles sont les magiciennes ultimes. Lin attaque Miria avec sa magie de foudre, mais elle est trop rapide et esquive l'attaque facilement.
Alice l'attaque ensuite, mais elle bloque son attaque de feu avec sa barrière magique. Alice la bombarde à nouveau avec la magie du feu, mais Myria l'esquive et l'attaque par derrière. Alice s'échappe sans trop de dégâts et se soigne grâce à son uniforme. Myria est surprise de voir l'uniforme, puis Alice l'attaque à nouveau. Elle contre avec ses attaques, et alors qu'Alice essaie de se défendre, Myria glisse sous elle et la renverse. Lynn essaie de l'attaquer, mais Myria tient Alice comme bouclier. D'autre part, l'assistant de Zest reçoit un message indiquant que ce boss est là. Il ordonne immédiatement à tous les démons de battre en retraite, mais ils refusent de le faire. Soudain, Shun arrive et en brûle un avec ses flammes bleues, instillant la terreur dans le cœur des autres démons et les forçant à fuir. Il continue de les attaquer alors qu'ils s'enfuient, mais il monte ensuite sur les toits. Sir Shin utilise sa magie de lévitation pour les poursuivre, puis utilise l'attaque dévastatrice ciblée pour les anéantir. Il balance le rayon dévastateur pour détruire tous les démons s'échappant en sautant par-dessus le mur, mais est forcé d'arrêter l'attaque alors qu'elle approche de certains chevaliers. Soudain, il remarque d'énormes explosions au loin. Myria se bat contre l'un là-bas, et grâce à Alice en otage, elle la bat facilement. Yuri et Tony sont également arrivés et décident de les soutenir. Yuri attaque Maria par derrière, mais elle projette simplement Alice vers l'attaque. Alice utilise sa barrière pour se protéger de l'attaque, mais cela ne l'empêche pas de percuter Yuri de plein fouet. Elles sont assommées, et Tony essaie de les couvrir avec sa lame ultrasonique. Il la balance alors que Myria se précipite sur lui, mais elle esquive facilement son coup et le désarme avant de briser sa barrière. Myria lance une attaque dévastatrice sur Tony, à bout portant, et le projette contre le mur. Soudain, un éclair se dirige vers elle, mais elle l'esquive et neutralise Lynn en la piégeant entre des rochers. Alice est de nouveau sur pied et déchaîne sa magie pour attaquer Myria. Cependant, celle-ci dirige sa prochaine attaque vers Tony, et Alice est forcée de se précipiter pour le défendre. Alors qu'elle utilise sa barrière pour dévier l'attaque de Myria, elle est assommée lorsqu'une attaque de pierre la frappe à l'estomac. Maintenant, seule Yuri reste, et elle tremble de peur, alors que Myria s'approche d'elle. Soudain, Shin arrive et dit à Myria de s'arrêter. Elle obtempère et l'attend, pendant qu'il libère Lynn et la soigne. Shin est furieux en voyant ses amis blessés et demande à Shuri de s'occuper d'eux. Myria est curieuse de voir à quel point il est fort, et elle charge vers lui. Shin l'attaque avec sa lame ultrasonique, mais elle esquive facilement et l'enferme dans une prison de pierre. Shin la traverse, seulement pour trouver Myria qui le charge. Il bloque son attaque avec sa barrière, provoquant une énorme explosion. C'est au tour de Shin de contre-attaquer, et Myria esquive de justesse un coup de sa lame ultrasonique. Soudain, August et d'autres arrivent pour soutenir Shin, et Myria réalise que c'est sa chance de s'échapper. Elle s'éloigne de Shin en courant, attrapant le visage de Maria au passage et la projetant au sol. Shin utilise ses bottes à réaction pour la poursuivre, mais son chemin est bloqué par un mur de glace lancé par l'assistant de Zest. Il demande à Myria d'attaquer les magiciens maintenant qu'ils sont encerclés, et elle s'envole, accumulant une quantité incroyable de pouvoirs magiques. Shin regarde ses amis, qui tiennent à peine le coup, et pense qu'ils vont tous mourir si l'attaque les touche. Il crie à August de protéger les autres juste au moment où Maria déchaîne son attaque destructrice sur eux. Tout le monde fait de son mieux pour se protéger, tandis que Shin utilise toute sa puissance pour créer une barrière géante afin de sauver tout le monde. Il s'efforce et repousse l'explosion vers le haut, mais quand la fumée se dissipe, il constate que les démons ont disparu. Heureusement, tous ses amis sont toujours en pleine forme. Ils se regroupent et pensent que la démone devait être une magicienne de très haut niveau, à en juger par sa puissance et sa force. August est perplexe quant au motif de cette attaque et se demande ce que Shroom a bien pu avoir en tête. Shin, de son côté, estime que c'est une excellente chose qu'il n'ait pas été personnellement impliqué dans cette agression. Autrement, la situation aurait été bien plus désastreuse pour eux tous. Auguste demande à tout le monde de secourir les habitants et de rester vigilants face aux démons, mais il leur conseille d'être particulièrement prudents cette fois-ci. Outre Shin et Auguste se rendent ensuite au centre de secours les personnes blessées et constatent que la situation y est vraiment très grave, des cas les plus graves à l'intérieur. Auguste décide de faire venir tout le monde ici pour aider au traitement et demande à Shin de soutenir sa petite amie dans cette épreuve. À l'intérieur, Sicilien arrive au bout de ses réserves de magie, mais elle continue de se surpasser pour sauver toutes les vies qu'elle peut. Elle perd rapidement ses pouvoirs magiques et le traitement de son patient s'arrête net. Elle pleure, disant qu'elle ne peut plus rien faire pour lui car ses blessures tombées sont bien trop graves. Soudain, elle commence à se dévêtir, expliquant que ses vêtements sont imprégnés d'une magie d'auto-guérison et que si elle en habille le patient, il pourrait encore être sauvé. Cependant, Shin arrive juste à temps, au bon moment, et la couvre immédiatement avec son propre manteau. Il lui dit que les blessures de l'homme sont bien trop graves pour être soignées par l'uniforme, ou même par elle, mais il est convaincu de pouvoir encore le sauver. Shin utilise une quantité considérable de pouvoir magique pour guérir l'homme, et il est impressionné que Sicilian ait réussi à le maintenir en vie si longtemps, malgré ses blessures très sérieuses. Il soigne les organes blessés un par un, et très vite, l'homme est hors de danger. Alors que l'épouse du patient remercie Shin avec ferveur, Sicilien est submergé par un profond complexe d'infériorité.
Tandis qu'il s'éloigne de la pièce, elle attrape l'uniforme de Shin, lui disant qu'il est vraiment trop incroyable et qu'elle ne pourra jamais faire ce qu'il est capable de réaliser. Elle se met à pleurer, affirmant qu'elle est aussi inutile que Sakura et qu'elle doit toujours compter sur lui, mais il lui répond que ce n'est absolument pas vrai. Shin lui explique qu'elle est la raison pour laquelle l'homme est toujours en vie, et qu'il n'est d'ailleurs pas le seul à le penser. Il désigne du doigt les personnes qu'elle a sauvées, et elle remercie Sicilian, la qualifiant de Singtest. Après cela, les magiciens ultimes rencontrent le roi Swed, et il les remercie d'avoir sauvé son royaume. Auguste confie au roi que certains aspects de cet incident ne lui conviennent pas du tout, car il n'a aucune idée de la raison pour laquelle Shrum attaquerait une si petite nation après avoir déjà détruit l'Empire. Il explique au roi Swed que Shin a déjà combattu Shrum par le passé, et l'a repoussé, ce qui devrait le rendre conscient de leur immense pouvoir. C'est pourquoi Auguste souhaite former une alliance solide avec le roi Swed, et ce dernier accepte de venir en aide à Earlsheet à l'avenir. Après cela, le groupe se rassemble, et Shin pense qu'ils doivent être prêts à tout moment pour une nouvelle attaque démoniaque. Auguste pensait exactement la même chose, et ils ont déclaré qu'ils protégeraient le monde entier ensemble. Peu de temps après, ils retournent à la capitale d'Irléchide en utilisant la porte, et y trouvent un groupe de chevaliers et de magiciens qui les attendent avec impatience. Ils organisent une grande fête pour célébrer les magiciens ultimes qui ont repoussé les démons, et Shin a des maux de tête en entendant le nom si embarrassant qu'il a lui-même inventé. Bientôt, toutes les autres personnes arriveront également sur place, pour les féliciter chaleureusement pour leur incroyable exploit. Auguste informe son père qu'il a un rapport détaillé à lui faire concernant cette affaire, et lui parle de l'alliance conclue avec le roi Swed. Il demande ensuite la permission à son père de contacter d'autres nations pour qu'elles rejoignent également cette alliance. Le roi lui accorde la permission de contacter chaque nation en tant que son ambassadeur personnel, et Shin reçoit l'autorisation de ses grands-parents pour accompagner Auguste dans son important voyage. Mais Ellie déclare qu'elles les rejoindront également. Et bien qu'Auguste soit initialement contre cette idée, son père leur donne finalement la permission. Le lendemain, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Et regardez cette prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Sauver le monde entier du terrible danger des démons.